Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Technopatoche. Alors c'était une vidéo un peu spéciale cette fois et c'est pas un test comme les autres, puisque il y a 6 ans je faisais ma première vidéo un peu sophistiquée à propos justement de l'acquisition de mon smartphone Huawei Mate 20X, qui est un très gros bébé, 7,2 pouces, et oui, vraiment. Et j'ai été depuis lors absolument enchanté par ce smartphone qui m'a jamais laissé tomber, avec sa batterie déjà 5000 mAh à l'époque. Et jusqu'à ces dernières semaines, c'était mon smartphone de choix et qui m'a accompagné partout. Néanmoins, et ça fait déjà un moment que ça traîne, le fait que je sois en Android 10, ça me posait des difficultés. Non pas tellement pour les applications ou le dernier cri de chez Google, j'avais d'ailleurs Gemini et tout ce qui s'ensuit, mais plus pour les aspects professionnels, notamment avec les patchs de sécurité. Donc je me suis dit déjà depuis quelque temps qu'il faudrait que je change, mais il n'y avait rien qui me faisait très envie, mais j'ai sauté le pas. Voilà, j'ai sauté le pas cette année, début 2026, et j'ai pris un Honor. Et donc ça va être désormais mon téléphone quotidien pour, j'espère, au moins 5 ans. Donc voilà, 6 ans et demi d'un excellent Mate 20X de chez Huawei. Et donc ce téléphone ne m'a jamais laissé tomber. Ça a été vraiment un plaisir de l'utiliser et il marche toujours parfaitement. Tout fonctionne à 100%, les boutons, les prises. Il est comme au premier jour, si je puis dire. Mais comme au premier jour en Android 10, et donc ça me posait problème. Bon, néanmoins, je vais quand même vous dire ce que je vais perdre, parce que paradoxalement, il y a des choses qu'on ne trouve plus sur le marché. Donc je n'aurai plus jamais un écran de 7,2 pouces, regardez-moi ça, comme c'est grand. C'est un grand écran tout plat. Bon, celui-là, il est quasiment plat. En fait, les arrondis des bordures sont quasi inexistants, donc ça ne dérange pas. Mais surtout, la taille. Donc 7,2 pouces ici sur l'ancien, ça n'existe plus. C'était un très bon format que j'arrivais à avoir dans ma poche, à manipuler d'une seule main, parce que regardez ce qui va se passer quand je vais faire hop, j'ai appareil notification. Tout simplement grâce au petit capteur ici à l'arrière, qui permet de réveiller le téléphone et de capter en fait l'empreinte. Donc très pratique, et on peut swiper pour faire apparaître des choses. Et puis les applis, les voilà. Enfin, franchement, c'était très bien. Ça tient dans une poche. En plus, il est vraiment très fin. Le module photo était aussi très plat, très fin. Bon, il était moins sophistiqué. Mais c'est surtout cet écran que je vais regretter. Ce qui rendait en fait la consommation de médias, de vidéos YouTube ou la lecture d'articles très confortable. Donc je n'aurai plus jamais non plus une capacité à étendre la mémoire flash, parce qu'en fait le petit logement qui est ici, il peut contenir une SIM et une nano SD card. Donc j'avais étendu mon téléphone partant de 128 Go, j'avais rajouté 256, il y a des cartes plus grosses maintenant. Et ça c'est fini, les constructeurs ont compris que c'était beaucoup plus avantageux de vous faire acheter par précaution la taille supérieure, donc là j'ai pris un 512, mais j'ai hésité avec le 1 Tera, mais je me suis dit non, je les connais, je ferai du tri, tant pis, parce que ça rajoute beaucoup au prix, alors que la carte nano SD, je ne l'ai pas payé si cher. Je n'aurai plus donc ce fameux capteur que j'aimais bien, moi, ce capteur d'empreinte, surtout qu'avec une coque, ça vous fait un trou, donc c'est très facile d'aller l'atteindre, et de donc en un seul geste et le déverrouiller et l'allumer en même temps. Donc ça c'est fini. Dommage, parce que c'était vraiment fiable à 100%. On trouve désormais ces capteurs uniquement sur des foldables, où ils ont le capteur du coup sur la tranche. Mais maintenant ces capteurs sous l'écran, c'est ça la nouvelle tendance. Bon, je suis pas impressionné par ces capteurs, pour moi ce n'est pas un grand progrès. Je vais perdre également la prise casque. Oui, ici, figurez-vous, j'ai une prise casque. Alors vous allez me dire, ouais, mais maintenant t'es avec des casques sans fil. Alors c'est vrai. Néanmoins, la prise casque, elle avait quand même un avantage, c'est que j'avais la prise casque et le Bluetooth, donc j'ai le choix. Je peux y mettre un micro, j'ai 0 latence. C'est dommage de ne plus l'avoir. Moi j'aimais bien. Mais bon, tant pis. Ok, c'est vrai que c'est peut-être pas le plus grave.
Et puis, surtout un truc de dingue, c'est que ce flagship-là, qui valait 1000 € à sa sortie, ben moi je l'ai touché beaucoup moins cher, 8-9 mois après, parce que il y avait eu l'affaire Huawei et Google, là, enfin l'embargo de Google et d'à peu près tous les acteurs américains sur Huawei. Celui-là, par contre, il était encore un des derniers modèles avec la licence Google, mais tous les suivants, il y a eu le P30 après, et tous les suivants après le P30, eh bien non. Ils n'ont plus le droit à l'écosystème Google. Donc j'ai choisi le Honor Magic 8 Pro. Et pourquoi celui-ci et pas un autre? Alors je vais vous montrer ma petite étude, beaucoup plus simplette en termes de restitution que la première sur le Huawei, que je vous invite à regarder, mais c'était un peu une caricature. Donc on va regarder quelques-uns des critères. Donc la date de sortie, voilà, j'ai mis quelques-uns des protagonistes. Il y en a d'autres, mais on va dire ça, c'est les plus connus en ce moment. Nous avons des appareils qui sont tous sortis soit fin 2025 ou début 2026. Et on va commencer par la photo. Alors, il y a eu bien des progrès depuis mon Huawei Mate 20X, et là c'est sûr que je gagne beaucoup en termes de qualité. Peut-être pas lorsqu'il y a plein de soleil. Mon Huawei Mate 20X était déjà quand même très doué dans l'obscurité, mais là j'ai un zoom absolument redoutable, celui du Magic 8 Pro, qui est là pour le coup qui rivalise avec les meilleurs. Néanmoins, les deux leaders en ce moment sur la photo, les 2 ou 3 leaders on va dire, c'est le X300 Pro, qui est sans doute le roi, le Find X9 Pro, qui est pas loin derrière, et puis le 17 Ultra. Alors lui c'est un peu particulier parce que si les capteurs sont excellents, il faut a priori savoir les maîtriser, et c'est pas évident de faire fonctionner ça aussi simplement que pour les autres appareils. L'iPhone n'est pas au niveau, en tout cas en termes de capteurs, même si on va dire qu'il est très consistant dans ses résultats, donc c'est un très bon smartphone également. En vidéo, là, clairement, c'est l'iPhone qui est toujours pour moi le meilleur, puisque vous avez jamais de surprise, enfin jamais de mauvaise surprise lorsque vous prenez une vidéo avec l'iPhone. Les autres sont à peu près au niveau. Le Magic 8 Pro, pour moi, il est très bon aussi, mais c'est vrai que selon les versions du logiciel, alors ils sont en train de corriger certains des fixes, il y avait des modes où c'était pas très fluide à cause de certains algorithmes, mais ça a tendance à s'améliorer. Donc en tout cas, on est bien au-dessus de ce que pouvait proposer mon Huawei. Sur la batterie, en revanche, c'est un peu compliqué, il y a plusieurs versions. Moi, j'ai pris une version qui a une batterie de 7100 mAh. Et il est à peu près, on va dire, aussi bon que le Find X9 Pro. Et surtout, c'est une durée qui change littéralement ma façon de recharger un téléphone. Il va durer 2-3 jours si je suis dans un contexte ordinaire de travail. Et puis, je suis capable de faire une journée complète. Là, c'était dans des transports, dans le train, etc. J'ai pris plusieurs trains. J'ai pu m'en servir du début jusqu'à la fin. Et à la fin de la journée, il me restait encore 25%. Il est inarrêtable. Donc, c'est vraiment complètement fou. La batterie est très bonne. Mais on va dire que les problèmes de batterie, c'est un peu du passé si vous prenez tous ces flagships là, de 2025-2026. Surtout les Chinois qui ont des batteries silicone carbone. Côté audio, alors là j'ai vraiment pas été déçu, les tests étaient très bons, mais il faut l'entendre avec ses oreilles, c'est juste fou. Le son est puissant, il est équilibré, il y a des basses, enfin je ne sais pas où ils ont été chercher ça, ou plutôt aussi je le sais, c'est qu'en fait ils utilisent toute la coque, l'entièreté de la coque pour faire caisse de résonance, et les deux haut-parleurs, celui du bas et celui du haut, sont les mêmes composants. J'avais déjà une excellente sortie sonore sur le Huawei Mate 20X qui avait 2 haut-parleurs stéréo très puissants, assourdissant, mais je dirais que le son est meilleur sur le Magic 8 Pro, c'est-à-dire qu'il est plus raffiné, il y a un meilleur équilibre des basses et des aigus, donc c'est très agréable de pouvoir consommer du contenu avec ces haut-parleurs-là. Bon, ça remplacera pas des bons intra-auriculaires ou bien sûr une enceinte Bluetooth. Côté software, alors il y a, on va dire, des amateurs des uns, des autres, mais il faut bien comprendre une chose, qu'est-ce que je demande moi au software? Moi ce que je demande au software, c'est qu'il soit à jour, qu'il n'y ait pas de bug, et qu'il y ait suffisamment de quoi personnaliser l'expérience.
eh bien, j'étais déjà très content avec le Huawei, je suis toujours très content avec le Honor. Il y a plein de nouvelles choses, mais les fondamentaux sont là. On peut régler très finement les applis qui ont le droit de rester en fond, celles qui doivent être tuées automatiquement. On peut régler le nombre d'icônes qu'on voit en termes de colonnes. On peut régler comme on veut l'écran d'accueil et l'écran de verrouillage. Franchement, pour moi, c'est suffisant. J'ai trouvé absolument aucun bug. Tout marche parfaitement. Et bah, si je suis parti comme les 6 dernières années avec le Huawei, bah, ça me va très bien. Donc certains, par contre, mettent en avant le software des Vivo et Oppo parce qu'ils les trouvent plus customisables. Bon, certains d'entre vous, peut-être, y trouveront leur intérêt. Franchement, moi, tant que ça fait marcher toutes les applis et très bien, ça me suffit. Le Samsung, il a ses amateurs, hein, et puis a priori, ça a l'air d'être très abouti, mais moi, j'ai pas tellement pratiqué Samsung depuis quelques années. Pour le Xiaomi, en fait, il y a des gens qui aiment bien, mais parfois il est reproché que c'est un peu fouillis. Et ça non plus, ça j'aime pas. Donc les fonctionnalités c'est bien, mais si ça commence à devenir envahissant ou pas très stable ou sujet à changement, voire pour certains des appareils Xiaomi ramener plein d'applications qui n'ont aucun intérêt, voire même des publicités. Bon, Xiaomi n'a pas toujours été un très bon élève. Alors pour les 5 prochaines années, je ne sais pas comment ils seront. Peut-être que si vous êtes un amateur de Xiaomi, vous me direz que c'est le meilleur software. Vous avez peut-être raison après tout. Hein. Et puis l'iPhone, je lui ai mis toutes ses étoiles. Alors non pas que je sois un grand fan de l'iPhone, parce qu'en réalité c'est pauvre fonctionnellement. Par contre, ceux qui rentrent dedans n'en sortent plus jamais, parce qu'il y a un écosystème. Donc je peux pas décemment ne pas leur mettre beaucoup d'étoiles, puisqu'ils ont réussi le tour de force d'être, on va dire, l'OS préféré de milliards d'utilisateurs dans le monde. Donc je suis pas très épaté lorsque je joue avec l'iPhone de mon épouse, mais bon, faut reconnaître que c'est très bien léché, très uniforme et sans surprise. Pour ce qui est de la connectivité, c'est à peu près match nul, sauf forcément mon ancien Huawei Mate 20X qui n'avait que la 4G, et puis qui n'avait pas les derniers Wi-Fi et Bluetooth. Bon, au quotidien, ça m'avait pas gêné beaucoup, mais il faut reconnaître que tous les nouveaux flagships seront meilleurs. Par contre, sur les fonctions supplémentaires, c'est un peu paradoxal, mais celui qui s'en tire le mieux, c'est peut-être plutôt mon ancien Mate 20X, parce que il avait le desktop mode. Alors qu'est-ce que c'est que le desktop mode? C'est vous branchez votre smartphone sur un téléviseur ou un moniteur et vous avez l'écran qui se met en paysage comme un PC, la souris fonctionne, les icônes, les fenêtrages, et donc il y a ça sur certains flagships. Alors, il y a certains appareils qui se prétendent flagship qui n'ont pas ça. Clairement, moi, c'est une grosse déception. Donc c'est aussi pour ça que Vivo et Oppo, je les ai mis un peu de côté, ainsi que Xiaomi. C'est dommage, parce que je pense pas que ce soit du software si complexe à faire, d'autant qu'il y a des fonctionnalités de ce type qui sont embarquées en dedans d'Android. Mais visiblement, tout le monde ne le fait pas. Alors, Samsung est très connu pour le faire depuis très longtemps. Huawei le fait aussi, et Honor le fait aussi, et j'étais très content du fonctionnement du desktop mode. Ensuite, mon ancien Huawei Mate 20X avait une compatibilité avec un stylet, ce qui est un gros stylet, hein, il ne se met pas dans l'appareil, hein, donc je ne vais pas avoir ça sur aucun des flagships, sauf le S26 de chez Samsung, parce que lui, c'est encore mieux, si je puis dire, il est intégré dans l'appareil. Je vais perdre la capacité à étendre la mémoire avec une nano SD card ou une SD card, ça c'est dommage. Donc j'ai pris 512 mégas en espérant pas être à court dans le temps. Je vais perdre la prise casque. Par contre, l'infrarouge, le port infrarouge, vous savez, la télécommande, hein, ça c'est une fonction que j'utilise de temps en temps, hein, parce que la mamie a perdu sa télécommande, et bien vous la dépannez. Ou alors vous avez d'autres appareils que vous aimeriez commander. Moi je trouve que c'est pratique. Donc la plupart des appareils chinois disposent de cette fonction. C'est dommage pour les autres, mais moi j'aime bien ça. Et puis au moins disposer d'une sortie vidéo. Si on n'a pas le desktop mode, est-ce qu'on a au moins une sortie vidéo? Bon, ça commence à se généraliser sur les flagships. Donc ça va. Donc on va avoir en supplément sur certains appareils, donc sur l'iPhone, le Face Unlock, hein, donc qui est un système qui analyse en 3D votre visage pour faire un déverrouillage sûr. Et bien ça, on en dispose aussi sur le Honor Magic 8 Pro. Je suis pas dingue de ce truc-là, faut reconnaître que ça fonctionne très bien.
Et puis on a le capteur sous l'écran, le capteur d'empreinte digitale pour tous les appareils sauf l'iPhone. Bon, je suis pas épaté, je trouve pas que c'est un progrès par rapport au capteur au dos, mais bon. Ces capteurs sous écran sont relativement fiables, voire très fiables, surtout les modèles ultrasoniques, comme celui que j'ai dans le Magic 8 Pro. Faut reconnaître, ça marche très bien, sauf si vous mettez une protection d'écran épaisse, et là pour le coup ça ne marche plus du tout. Donc j'ai dû me rabattre, et donc c'est pas très joli, hein, sur une protection d'écran, donc en plus de la protection usine, sous la forme d'un film élastique. Bon, c'est pas génial, ça franchement pour le coup, je préférais le capteur au dos. Ensuite il y a l'écran. Et donc là ça va être très compliqué de rivaliser avec le Huawei Mate 20X. Hein. Alors certes il n'avait pas une définition incroyable, là on est sur du Full HD+, mais mes yeux me disent que c'est suffisant. Ils ont augmenté maintenant les taux de luminosité, etc. Mais déjà même à l'époque, donc en 2018, moi je trouve que c'était tout à fait adapté. Il m'est arrivé d'utiliser cet appareil, vous vous en doutez, en plein été, au bord d'une piscine, sans jamais avoir l'impression d'avoir un problème. Donc les nouveaux écrans maintenant montent encore beaucoup plus haut en luminosité, mais au-delà des chiffres, pas sûr que c'est un grand intérêt autre que marketing. Et donc si on traduit cette dimension de diagonale, parce que c'est ça le problème de dire 7,2 pouces, 6,7 pouces, lorsqu'on a des écrans qui sont plus ou moins allongés, vous vous doutez que plus c'est allongé, plus la diagonale va être grande, pour une surface en centimètres carrés qui n'est pas forcément intéressante. Mais alors, ils sont quand même tous dans des formats de type 29e, 21e, ou enfin, de ce genre-là. Mais là, je vous ai repris, grâce au site GSM Arena, la surface en centimètres carrés. Et là, vous voyez qu'entre un petit écran de 6,7 pouces et un grand écran de 6,9 pouces, hein, je parle du marché actuel, on va parler de 8 centimètres carrés. C'est pas négligeable. Mais alors que dire du 7,2 pouces avec 130 cm². Donc bref, je savais très bien que j'allais perdre en dimension d'écran, malheureusement. J'aurais adoré qu'il existe des flagships avec des écrans aussi grands que celui-ci, mais bon, visiblement, c'est un marché qui n'existe plus. Et enfin, on va parler un petit peu des prix. Alors les prix, forcément, renseignez-vous au moment où vous regarderez cette vidéo, s'ils ont bougé. Mais personne ne pourra battre les 571 € que j'avais dépensés pour cette version-là, en 128 Go et 6 Go de RAM. Un Magic 8 Pro est plutôt un peu moins cher que les autres. Bon, ça joue pas à grand-chose, enfin en tout cas que les autres chinois, on va dire, de cette gamme-là. Si on va taper chez Samsung ou bien le Ultra de chez Xiaomi, là, il faut rajouter 400 €. Bon, c'est à vous de voir. Moi, non, c'est déjà très cher pour moi de mettre 1000 €, mais alors là, 1500, il faudrait vraiment qu'il y ait un écart fonctionnel dingue. Et moi, je trouve qu'il n'y en a pas, là. Et puis, le plus cher de tous, forcément, c'est l'iPhone. J'ai comparé que des versions 512 Go de stockage. Par contre, on va avoir des variantes au niveau de la mémoire embarquée. Certains sont à 12 Go, comme le mien, d'autres à 16 Go. En tout cas, la référence, si je puis dire, du marché, le S26 Ultra, c'est un 12512, on va dire, dans sa configuration la plus vendue. Alors allons-y un petit peu sur les batteries. Figurez-vous qu'il existe 3 versions de batterie pour ce Magic 8 Pro. Il y a 3 versions du produit. La version chinoise, avec ses appels satellites intégrés, satellites chinois, elle a une batterie de 7200 mAh, ce qui est quand même dingue, hein, quand je pense que mon grand smartphone à l'époque, il y avait 5000 et ça paraissait fou. On a bien progressé. Les autres, ils avaient dans les 4000 à l'époque. Hein. Et puis, donc il y a cette version que j'ai achetée moi, la version globale, mais hors Europe, 7100 mAh. La version européenne, elle est à 6270 mAh. Bah, moi, je trouve ça quand même assez vexant d'avoir la plus petite batterie. Je me suis renseigné savoir si c'était réellement une batterie différente ou s'ils avaient juste, on va dire, ajusté le logiciel. Eh bien, j'ai regardé plusieurs vidéos de démontage, il y a bien un composant différent. Donc c'est bien une batterie différente, avec des inscriptions différentes. Hein, c'est pas eux qui fabriquent leurs batteries, hein. A priori c'est ATL qui fabrique les batteries pour ces smartphones. Et donc ils ont une batterie plus petite en Europe, pour des raisons, on va dire, réglementaires. En fait, les produits qui ont des batteries plus grosses, sont sujettes à des précautions à prendre lors des transports.
Donc c'est moins cher de vendre des batteries plus petites en Europe. Donc en tout cas, moi j'ai commandé cette version globale qui donc a un logiciel complètement international. Et donc je suis en français avec les bandes de fréquence pour tous les opérateurs mondiaux et européens, j'ai aucun problème. Et j'ai une batterie un petit peu plus grosse. Donc j'ai trouvé ça très avantageux, d'autant qu'au moment où j'en ai fait l'acquisition, il n'était pas encore disponible sur le marché français. Et donc je l'ai eu plus vite, pour moins cher, et avec une plus grosse batterie. Je vais vous faire le traditionnel unboxing, on va aller vite. Donc là franchement, je les avais mis à plein volume hein, l'un et l'autre. C'est quand même un choc pour moi parce que celui-ci, il a vraiment un son très puissant. Alors le son part effectivement complètement en latéral. Si on le tient comme ça avec les mains, c'est meilleur parce que du coup ça réfléchit vers vous. On ne peut pas égaler en fait un smartphone qui aurait des haut-parleurs en façade. Comme j'avais sur mon précédent, hein, celui-là, avant celui-là j'avais un Axon 7, il avait des haut-parleurs en façade. Ça se fait plus, c'est dommage. Mais en même temps, je me dis que là, toujours pas de haut-parleurs en façade, et je sais pas par quel miracle ils ont réussi à nous sortir des basses comme ça. Enfin, c'est vraiment dingue. Donc très très content du résultat pour ce qui est de l'audio. Et bah moi je m'en sers. Hein. Ça remplacera pas une enceinte Bluetooth, bien évidemment. Et je vais vous parler maintenant de l'expérience que j'ai eue de Magic OS 10. Alors Magic OS 10, bah écoutez, tout y est. Moi j'ai trouvé rien de compliqué ou de manquant. On peut régler à peu près tout ce dont j'avais besoin. Parfois sur internet, sur Reddit, vous allez trouver des gens qui disent les notifications ne marchent pas pour telle appli ou ceci ou cela. Bah oui, mais il faut rentrer vraiment dans le système, hein, puisque afin d'éviter de vous polluer ou de consommer de la batterie, eh bien le système va s'assurer qu'il n'y ait aucune application qui reste indûment, on va dire, en tâche de fond. Et donc si votre appli elle a été shootée au bout d'un moment, et forcément elle ne va plus notifier. De même, les notifications, vous avez des réglages très fins sur celles que vous voulez voir apparaître mais sans que ça fasse de son, ou ne pas voir apparaître du tout. Donc il y a pas mal de réglages. Si vous ajoutez à ça, vous avez une montre connectée comme celle-ci,
et puis qu'elle aussi peut filtrer les notifications que vous voulez voir ou pas, ben c'est vrai que ça fait une couche de réglage à apprendre, il faut aller dans les bons menus, mais moi je trouve que c'est plutôt facile, il suffit de taper dans la recherche des paramètres les mots qui vont bien, ça va vous amener vers le bon réglage, et puis avec un petit peu de recherche, vous allez trouver rapidement les bons réglages. Il faut toujours quelques jours, voire quelques semaines, pour vraiment ajuster le téléphone à son usage. C'est peut-être pour ça aussi que certaines personnes sont très attachées à une certaine marque, à ColorOS ou MagicOS, puisqu'ils ont en fait l'habitude de faire tous ces réglages, que ce soit pour la customisation ou tout ce qui est sécurité ou batterie. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est que j'ai eu 0 bug, tout fonctionne à 100%, je suis sur la dernière version d'Android, j'ai pu de nouveau m'authentifier au service professionnel que j'utilise, donc je ne vois aucun problème. J'ai reçu les fixes de sécurité de janvier et j'ai reçu ceux de février, là, il y a quelques temps. Il y a a priori, grâce à l'Europe, des versions qui seront mises à jour pendant les 7 prochaines années. On verra si ma version globale suit. Je pense qu'elle le fera puisque c'est exactement le même travail pour la version européenne et les versions globales. Concernant l'expérience photo, alors là, je me suis vraiment bien amusé. Déjà, l'appareil dispose de 3 objectifs. Les 3 sont très bons. Alors celui que j'ai apprécié le plus, c'est le zoom 200 mégapixels. Non pas parce qu'il a une optique x3,7, ce qui n'est pas très impressionnant, hein, 3,7, mais parce que lorsqu'on continue au-delà du 3,7 pour aller jusqu'à des zooms complètement dingues, genre x100, eh bien on a encore des images exploitables, et je vais vous montrer ça en images. C'est grâce à l'IA. Au début, je me suis dit, ouais, l'IA, ça va faire un travail dégueulasse, mais il y a des cas où il va vous chercher des détails qui ne se voient pas, et pourtant, il a bon. C'est-à-dire qu'il ne se trompe pas. La meilleure preuve, c'est les inscriptions du texte, qui n'est pas lisible lorsqu'on voit l'image qui a été prise, mais qui deviennent lisibles une fois que l'algorithme IA est passé. Je ne comprends pas bien comment ils font leur algorithme. J'imagine qu'il fait peut-être plusieurs prises de vue de manière à augmenter artificiellement la résolution pour en traiter quelque chose. Je ne vois que cette explication. Un autre exemple, c'est je me suis amusé à prendre une petite ardoise où était noté le prix des fruits et légumes. Je l'ai pris de fort loin, j'ai bien zoomé, je l'ai pris plein champ à fond de zoom. Et puis je suis passé devant, alors je me suis pas arrêté pour prendre la photo parce que je voulais pas, les incommoder, mais je l'ai pris à bout de bras en passant et je trouve que la photo prise de genre 3 mètres et celle prise genre de 20 mètres, elles sont à peu près équivalentes en termes de qualité. Et ça, je trouve ça juste incroyable. Concernant la vidéo, on a fait un grand saut en avant depuis 2018, notamment avec le 60 images par seconde, la 4K. Bon, la 4K, j'étais pas forcément très convaincu, jusqu'à ce que je me dise que ça me permettrait peut-être de shooter tout en portrait et de pouvoir quand même faire de la restitution en paysage. On verra ça. Mais le 60 images par seconde, je me rends bien compte que lorsqu'on fait des travelling, ça change tout. C'est beaucoup plus agréable à regarder. Et donc là, vraiment, je pense que c'est intéressant. Alors tous les changements d'objectif, changements de focale, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Il y a des modes extrêmement nombreux. Je dirais que l'expérience vidéo est vraiment bonne. Je pense pas qu'on soit au niveau de qualité de certains autres smartphones, Oppo, Vivo, peut-être le Xiaomi, peut-être aussi le Samsung, et certainement l'iPhone qui a toujours un résultat excellent et sans aucune mauvaise surprise. Mais sinon, on va dire que je suis très content des résultats en vidéo et des possibilités qu'il m'offre, tant en termes de résolution, en termes de grain, de finesse et de mode. Alors, pour l'expérience de la batterie, là, c'est vraiment le choc. C'est un truc de fou. J'ai complètement changé ma façon de charger mon téléphone. Avant, qu'est-ce que je faisais? Le soir sur la table de nuit, je le branchais avec un chargeur faible vitesse. Mais là, je me suis rendu compte d'une chose, c'est quand je finis ma journée et qu'il me reste 70% de batterie, j'allais quand même pas le rebrancher pendant la nuit. Et donc là, c'est le dilemme. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Non, je le charge pas. Et le lendemain, il a perdu 1% ou 2%. Et donc je repars pour une deuxième journée de travail. Alors, faut dire aussi que lors de mes trajets, je le branche en Android Auto, en filaire, je trouve que c'est le plus pratique.
et ça le charge un petit peu. Pas beaucoup parce que mon travail n'est pas très loin, je mets entre 15 et 25 minutes pour aller travailler, et en plus dans ma voiture ça charge pas vite. Bah oui, mais ça suffit à me faire la journée de travail normale. Donc en réalité, je me retrouve avec un smartphone que je ne charge uniquement quand ça va être le week-end ou quand j'ai télétravaillé et que du coup je n'ai pas même pris ma voiture. Et donc ça change complètement mon expérience avec l'autonomie du téléphone. Alors c'est aussi un gros gain, c'est que je me suis rendu compte que pour un très long trajet, là, comme je vous le disais tout à l'heure, sur 7 heures, 8 heures d'usage, aucun problème et il me reste de la batterie. Donc on est sur un appareil qui peut vous faire 10 heures d'écran allumé. Alors ça dépend aussi de ce que vous allez faire. Si c'est du jeu vidéo intensif, ce sera une autre histoire. Mais pour un usage ordinaire, on peut viser sans problème 10 heures de fonctionnement continu écran allumé, voire plus. Donc ça change complètement l'attitude que j'avais avec mon smartphone, que j'avais toujours, voilà, vous surveillez, ouh là là, la batterie, mince, il me reste plus que 15%, au secours. Là, il peut me rester 15%, je suis tranquille. En chiffres, qu'est-ce que ça donne? J'ai regardé un peu, parce que j'ai mis un logiciel qui fait, on va dire, l'analyse très précise des consommations. Je me suis rendu compte que je suis entre 7 et 12% de consommation par heure. Hein. Donc ça veut dire que voilà, 10% par heure, vous avez compris, ça fait 10 heures lorsque l'écran est allumé. Hein. Et quand l'écran est éteint, bah alors là, on est en pourcent, c'est-à-dire qu'on va être en moins de 2%, voire parfois moins de 1%, parce qu'il fait de la veille longue pendant la nuit, par heure. Donc voilà la formule qui résume un peu l'autonomie incroyable de ce smartphone. Bon, les autres smartphones, les autres flagships chinois qui sont sortis ces derniers mois, on est dans les mêmes tendances. Même le Samsung est très bon, hein, puisqu'il a beau n'avoir qu'une toute petite batterie de 5000, c'est bizarre de dire ça, le dernier chip fait que vous allez avoir quand même une autonomie tout à fait raisonnable, hein, autour de 10 heures probablement. En conclusion, je suis absolument ravi de mon achat, je le trouve vraiment fantastique, il est incroyablement rapide, il a une autonomie de dingue. Je vais quand même vous citer quelques-uns des inconvénients, on va dire, que je lui ai trouvé. Première chose, mais ça va être vrai pour la plupart des flagships, vous avez désormais un gros module photo à l'arrière, même l'iPhone a ça. Bon, voilà, vous voulez un gros capteur, une grosse optique, il n'y a rien à faire, ça dépasse maintenant. Vous allez avoir aussi ce capteur 3D en façade qui grignote un petit peu d'écran. Je le vois plus, en fait ça me dérange plus, mais je trouve pas que c'est un avantage. J'aurais préféré un simple capteur d'empreinte, ça m'aurait suffi. Et vous avez compris, j'aurais même préféré qu'il soit au dos, mais bon, ça visiblement c'est terminé, sauf pour les smartphones pliants. Je peux pas lui reprocher grand chose d'autre. J'aurais aimé que son écran soit plus grand, mais il n'y a plus aucun smartphone avec un écran de plus de 7 pouces sur le marché, donc c'est plié. De même qu'il n'y a plus aucun smartphone avec une prise casque, alors à part, si j'ai bien compris, des smartphones pour gamers, mais c'est pas du tout ce que je vise. De même que j'aurais adoré qu'ils puissent disposer d'un port micro SD ou nano SD, mais bon, ça visiblement aussi c'est terminé. Tout le monde a suivi Apple, et je sais pourquoi. Hein, ça leur permet de vous convaincre d'acheter une version 1 Tera, alors que si ça se trouve la 512 vous aurait suffi. Mais la peur de manquer va faire que vous allez prendre toujours l'option au-dessus, et celle-là, ils vous la font payer très très cher. Voilà pour cette vidéo déjà bien trop longue, j'espère qu'elle vous aura au moins appris quelque chose. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit like et un commentaire, et puis inscrivez-vous, hein, comme ça vous serez averti des nouvelles vidéos. J'en publie pas beaucoup, hein, une par mois dans cet ordre de grandeur. Et puis d'ici la prochaine vidéo, surtout, restez cool.